Cassou, moi je veux aller à Gigi School. Il y a mon papa et ma maman. Ils m'ont dit comment on faisait les bébés. Ils m'ont dit que les bébés naissaient dans les choux et les roses. C'est pas vrai. J'ai vu mon frère ramener sa copine et hop, 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 hop. On se calme, les diginautes. Bienvenue sur le live. Un live où vous allez enfin revoir ce que vous devez savoir sur la reproduction. Alors, dans ce live, il y aura exceptionnellement 2 parties parce que nous savons à DigiSchool que c'est une partie que certains d'entre vous n'ont absolument pas vue l'année dernière et parfois même certains ne savent presque rien sur cette partie-là qui est importante. Elle est tellement importante que d'ailleurs l'année dernière sur un des sujets qui a été donné à Washington, notamment il y a eu un sujet justement qui portait sur les caractères sexuels secondaires. C'était d'ailleurs un sujet sur lequel il y avait une transition entre une anomalie génétique, qui était le syndrome de Klinefelter, dont vous avez sûrement entendu parler cette année normalement en génétique, et puis bien, les conséquences de ce syndrome de Klinefelter qui en fait provoquait une baisse d'un taux de testostérone et avait donc des conséquences sur le corps humain. Alors, 2 parties dans ce live, pour que les choses soient bien claires et que vous puissiez revoir au fur et à mesure, réviser ce que vous avez normalement, pour certains d'entre vous, la plupart, je pense, d'entre vous, vu en 4e. Une première partie dans laquelle je vais exposer tout ce que vous avez à savoir sur l'appareil génital de l'homme, de la femme, de ce que peuvent produire les organes génitaux, je pense aux testicules, aux ovaires. Vous allez bientôt voir apparaître à l'écran, je pense, les 2 parties de ce live. Et ensuite, vous aurez une 2e partie sur laquelle il y aura un exposé sur les différentes méthodes de contraception. Parce que là aussi, vous savez que ça fait partie du programme. Il peut y avoir un certain nombre de sujets qui vont vous amener à réfléchir sur l'action, par exemple, de la pilule, sur le taux d'hormones dans un corps et donc qui va induire un empêchement de la reproduction. Donc je le répète, 2 parties dans ce live avec mes petits camarades ici. Hein, je suis venu avec des camarades de jeu. Et puis évidemment, toute l'équipe qui est derrière cet écran et qui permet aujourd'hui dans ce nouveau décor assez exceptionnel de pouvoir vous faire une révision qui, je l'espère, complétera ce que vous avez dû voir jusqu'à maintenant. Alors on va commencer par un début assez light pour vous remémoriser, pour vous rafraîchir la mémoire concernant justement les appareils reproducteurs de l'homme et de la femme. Alors on va commencer par un premier slide donc, dans lequel vous allez voir un certain nombre de choses concernant les appareils reproducteurs. Alors, je vais commencer par l'appareil reproducteur de l'homme qui va apparaître là sur cet écran magiquement. Voilà, parfait. Alors, juste un petit rappel. Ce qui nous intéresse, vous avez ici l'intégralité de ce que vous avez à savoir. Hein. Et donc, vous avez un certain nombre d'organes dans lesquels on ne va pas rentrer dans le détail parce que vous n'avez pas à tout savoir à ce sujet. Il est fort peu probable qu'il y ait, le jour du brevet des collèges, quelque chose à légender. On n'y croit pas du tout. Par contre, pour comprendre la suite, il faut effectivement bien avoir en tête ce schéma. Alors, vous avez ici, je vais aller assez vite sur cette partie-là pour ensuite embrayer sur ce qui peut tomber au brevet des collèges. Vous avez ici les testicules. Vous savez que ce sont ces testicules, on va le voir dans le live suivant, qui produisent les spermatozoïdes et qui produisent une hormone qui va avoir des conséquences sur le reste du corps, qu'on va appeler la testostérone. Alors, une fois qu'on sait ça, que l'essentiel se passe donc dans ces testicules, vous avez ensuite le reste de l'appareil génital, hein, et donc ici qui se termine par le pénis par lequel va donc sortir lors de l'éjaculation un certain nombre de spermatozoïdes
On le verra, on en dira quelques mots, environ 300 à 400 millions de spermatozoïdes. Ce qui veut dire que chaque minute, il se forme plusieurs milliers de spermatozoïdes dans les testicules lorsqu'on a atteint l'âge de la puberté. Sur le live suivant, on va voir ce qu'il en est concernant justement les testicules. Beaucoup d'entre vous posent la question sur les forums et puis évidemment sur notre site, à savoir, mais dans un testicule, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez ici à l'image. Un testicule, c'est un ensemble de milliers, de dizaines de milliers de tubes séminifères. Ces tubes séminifères, vous voyez, finissent par se terminer par un seul tube qu'on appelle le canal déférent. Ce canal déférent, c'est lui qui va conduire ensuite les spermatozoïdes jusqu'au pénis lors de l'éjaculation. Donc, pour faire simple, un testicule s'est formé d'une multitude de tubes séminifères, des milliers, des dizaines de milliers. Alors, qu'y a-t-il dans ces tubes séminifères? C'est ce que l'on voit tout de suite derrière. Ce que vous avez dans un tube séminifère, vous avez ici deux très belles illustrations. Alors, de la microscopie électronique à balayage, c'est-à-dire c'est ce qui permet de voir en relief tous ces tubes séminifères. Alors, vous en avez un ici, un autre là, encore un là, encore un là. Si vous regardez attentivement, par exemple, celui-ci, vous voyez qu'à l'intérieur du tube, c'est creux. C'est creux. Mais on devine, comme on le voit sur celui-ci, on devine tout un tas de petits filaments. Donc, un tube séminifère, c'est quoi? C'est un tube creux dans lequel il y a des filaments. Vous l'avez deviné, ces filaments, ce sont les filaments que l'on voit là, qui sont les filaments des spermatozoïdes. Oui, un spermatozoïde, c'est fait de quoi? C'est fait ici d'une cellule qui contient un noyau. Vous avez appris en début d'année que dans ce noyau, il y avait la moitié du patrimoine génétique de papa. Et cette cellule a la particularité de pouvoir se déplacer grâce à ce bout qu'on appelle un flagelle. Et donc vous avez ici les milliers, les dizaines de milliers de flagelles d'un seul tube séminifère. Donc vous avez ici bien l'illustration que c'est bien dans les testicules que se forment les spermatozoïdes. On le verra, on en dira quelques mots après la puberté, bien entendu, parce qu'avant la puberté, un tube séminifère ne produit pas de spermatozoïdes. Alors, je disais, voilà, on regarde un peu dans le détail ce qu'il en est, parce que c'est le genre de document que vous pouvez très bien avoir aussi au brevet des collèges, simplement pour un petit rappel, parce que s'ils veulent faire une petite transition sur la génétique, rappelez quand même que c'est dans le noyau qu'on trouve donc la moitié simplement, the middle, du nombre de chromosomes du père. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y a 23 pères, il y a donc 46 chromosomes. Il y a donc dans ce noyau-là seulement 23 chromosomes. Ces 23 chromosomes vont s'unir avec l'ovule de la mère, 23 plus 23, on retombera sur nos pattes, c'est-à-dire 46 chromosomes. Alors, je ne vais pas faire un cours aujourd'hui sur la méiose, mais c'est grâce à la méiose que le nombre de chromosomes de papa est donc passé de 46 à 23. Et vous retrouvez ici les différentes pièces du spermatozoïde, la tête, la pièce intermédiaire et puis le flagelle dont on a parlé là tout à l'heure. Sur cette partie-là, un petit rappel maintenant, on passe à la femme. Pourquoi? Le parallèle qu'on est en train de faire, vous l'avez compris, c'est de dire qu'il y a effectivement chez la femme un certain nombre de choses que l'on a retrouvées chez l'homme. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler évidemment de ses glandes. Ici, ce sont les ovaires. Vous le savez, une femme n'a pas de testicules, elle a des ovaires. J'en profite pour rappeler que même si elle n'a pas de testicules, donc si elle ne produit pas de testostérone par l'intermédiaire des testicules, elle est quand même capable de produire un peu de testostérone dans des glandes surrénales qui se trouvent au-dessus de notre rein. Surrénal, c'est au-dessus du rein. C'est d'ailleurs ce qui explique, on vous l'a peut-être expliqué en cours, que certaines femmes ont des problèmes de pilosité, c'est-à-dire il y a plus de poils qu'elles ne voudraient qui poussent à cause de cette quantité de testostérone supérieure à ce que les glandes surrénales devraient produire. Alors un petit rappel, c'est donc cet ovaire qui, une fois par mois, lors d'un cycle dont on va dire quelques mots, va éjecter ici dans cette zone-là qu'on appelle le pavillon, un ovule. Ça s'appelle, oui, tu l'entends, l'ovulation. On verra que ça se produit au milieu du cycle. Ensuite, le reste, on en dira quelques mots aussi.
cet ovule va descendre ici jusqu'à l'utérus après avoir éventuellement été fécondé dans ce petit bout ici de la trompe. Oui, l'ovule, il ne peut pas être fécondé n'importe où dans la trompe. Enfin, quand même, deux, trois petites choses à dire concernant ici l'utérus. Vous avez donc ici cette partie-là, c'est dans cette partie-là, dans cette cavité-là que va se développer l'embryon, le fœtus, le bébé. Et puis vous avez ici le vagin conduit dans lequel s'introduit le pénis lors d'un rapport sexuel. Donc vous avez bien en tête, d'un côté les hommes, les testicules qui produisent des spermatozoïdes et la testostérone. De l'autre, ici, la femme qui produit par l'intermédiaire des ovaires un ovule une fois par mois. Et disons-le tout de suite dans cette partie-là du live, qui est capable également de produire deux types d'hormones. Estrogène et progestérone. Attention, dans cette partie-là du cours, on a pas mal de mots un petit peu compliqués. Attention à l'orthographe des mots, hein. C'est assez complexe dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a, à ce niveau-là, des questions? Oui, alors, on a une question d'Abdallah qui te demande, au niveau de l'épreuve de SVT du brevet, serait composée de combien d'exercices? Alors, Abdallah demande de combien de parties sera composée l'épreuve de SVT. Difficile de répondre, mais pour avoir une petite idée, si on s'en tient aux sujets qui ont été donnés jusqu'à présent, on peut considérer que généralement il y a 3 questions à peu près. Sachant que, soyons bien d'accord sur le principe, ces 3 questions ne sont pas des questions où on récite quelque chose. Ce sont des questions où vous avez à expliquer un certain nombre de choses par rapport aux documents qui vous sont fournis dans le sujet. C'est bien pour ça que j'ai précisé en début du live que vous n'aurez pas, par exemple, un appareil génital à légender, ni celui de l'homme, ni celui de la femme. Vous aurez probablement, si ça devait tomber là-dessus, quelque chose qui portera sur les fonctions de ces appareils génitaux, que ce soit la reproduction et surtout, je pense, tout ce qui est fabrication d'hormones. Oh là 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 là, Patricia demande c'est quoi un chromosome? Enfin, Patricia, elle est où Patricia? Ah, tu es là, je te vois. Patricia, un chromosome, rappelle-toi. Tu vois, tu te rappelles probablement ce qu'est une cellule. Dans une cellule, il y a un noyau. Dans ce noyau, il y a ce que l'on appelle des chromosomes. Alors, chromosome, ça ne veut pas dire grand-chose. Chromo, ça vient de chromatographie, c'est-à-dire qui est capable d'être coloré. Some, ça vient de soma. Soma, c'est le corps, une maladie psychosomatique. C'est une maladie qui est engendrée par le cerveau, ce qui a un résultat sur le corps. Donc, chromosome, ça veut tout simplement dire donc chromo coloré, some corps, un corps coloré. Pourquoi? Parce qu'autrefois, à l'époque, on a vu quelque chose dans le noyau, on ne savait pas ce que c'était, on appelait ça chromosome. Mais tu sais depuis cette année que dans le noyau, ces chromosomes portent l'information génétique qui fait que j'ai ce nez, cette bouche, etc., ce qui va caractériser ton propre corps. Alors, question de Zeng, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que la méiose? Ouh là là, ouh là là, là on part sur la génétique, là vous êtes déchaînés. Alors qu'est-ce que c'est la méiose? Rappelez-vous, la méiose, c'est la division par laquelle le nombre de chromosomes d'un individu va diviser par 2. Si vous avez 46 chromosomes et que vous donniez dans votre spermatozoïde 46 chromosomes qui irait s'ajouter aux 46 chromosomes de l'ovule, ça ferait 46 plus 46, ça ferait 92. Ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que chez l'espèce humaine, chacun d'entre nous, vous derrière cet écran et nous dans ce studio, nous avons le même nombre de chromosomes. 23 paires, 46 chromosomes. Donc, conclusion, si on veut que spermatozoïde plus ovule, ça fasse 46, il faut bien que ça fasse 23 plus 23. Or, papa, dans ses cellules, il n'a pas 23 chromosomes, il en a 46. Donc la méiose, c'est cette division qui va couper le nombre de chromosomes de 46 à 23. Je te laisse aller jeter un petit coup d'œil sur ton cours où tu dois avoir les étapes de cette division. Un petit rappel, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent, puisque tu dois le savoir, les chromosomes sont associés par paires. Question à peu près du même, je pense, thème de Naël. Pourquoi les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes? Ouh, pourquoi les femmes sont-elles en moyenne plus petites que les hommes? Alors, n'oublions pas une chose. Ce qui fait qu'un homme est plus musclé, plus grand,
c'est sa testostérone. D'accord? Il y a une partie de génétique qui intervient aussi, il y a de nombreux facteurs qui interviennent, mais c'est surtout le fait que le développement musculaire lié à la testostérone va faire que, en règle générale, hein, même s'il y a derrière cet écran des gens certainement qui sont de petite taille, hommes ou femmes, mais en règle générale, ce développement musculaire s'accompagne d'une croissance des os qui vont avec. C'est assez logique. Plus de muscles, plus d'os, donc plus grand, plus costaud. On en fait une dernière. Une petite dernière? Allez, question de Tamaris. Est-ce que nous devons apprendre tout ce que nous avons appris depuis le début du collège? Est-ce que nous devons apprendre tout ce que nous avons appris depuis le début du collège? Non. 5e, 4e et 3e, cycle 4, c'est là-dessus que vous serez interrogé au brevet du collège. Même si, on l'a déjà dit dans les nombreux lives que l'on a fait jusqu'à présent, l'essentiel portera probablement sur ce que vous avez vu en 4e et en 3e. Je vous donne un exemple. Dans mon établissement, et là j'en profite pour saluer les secondes A d'ailleurs, salut les gars, eh bien ça a été vu en 4e. Mais il se peut que certains d'entre vous, cet écran, soient en 3e et voient ce dont nous sommes en train de parler là maintenant, cette année, en 3e. C'est bien possible. Bien. Eh bien, il y aura sûrement d'autres questions à suivre. On enchaîne avec justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la production d'ovules dans un ovaire. Vous avez ici une photographie d'un ovaire. Donc c'est une glande, vous voyez, relativement circulaire et dans laquelle on devine ici, vous voyez, des stades cellulaires différents. On ne va pas rentrer dans le détail. Ceux qui sont en lycée, qui regardent peut-être ce live, j'en suis sûr il y en a, eh bien savent que cette succession d'étapes qui va conduire à la formation d'un ovule s'appelle la spermatogénèse. Pour nous, brevet des collèges, on oublie ça. On se rappelle simplement que c'est dans l'ovaire, grâce à cette succession d'étapes-là, que vous allez avoir au bout du compte, au bout de la moitié du cycle, 14e jour, un ovule qui va être expulsé hors de l'ovaire. Alors, justement, une petite illustration de ces différentes étapes. Pourquoi, là, je vais dire 2-3 mots à ce sujet? Parce qu'il faut bien qu'on fasse le lien entre l'ovaire que vous avez ici et puis les hormones qui sont produites. Rappelez-vous, petit rappel, là, petit flashback, je vous ai parlé d'estrogène et de progestérone, deux hormones essentielles dans le cycle féminin. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'il y ait quelque chose là-dessus cette année, même si évidemment on n'a pas la science infuse, mais on peut imaginer que s'il y avait un sujet, ça pourrait porter là-dessus parce que ça va avoir une conséquence sur le cycle de reproduction de la femme. Ici, vous avez donc un certain nombre d'étapes. Vous voyez qu'à partir d'une cellule relativement petite, il y a une multiplication cellulaire. Et cette multiplication cellulaire va conduire à une grosse cellule. Quand vous serez en lycée, cette cellule va appeler le follicule de De Graaf. Et regardez là-haut. Ici, il y a une petite cellule qui est en train d'être éjectée pop, hors de l'ovaire. C'est l'ovule. Cette cellule-là, c'est l'ovule donc qui va permettre la fécondation. Ensuite, regardez en dessous, qu'est-ce qu'il reste? Il reste cette structure qui est jaune, vous appellerez ça un corps jaune plus tard, qui reste dans l'ovaire. Et ce sont donc ces structures-là, cette espèce de grosse masse d'où s'éjecte l'ovule, plus cette grosse masse jaune qui va rester, qui vont produire l'estrogène et la progestérone. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis simplement en train de vous dire qu'en réalité, eh bien, les deux hormones essentielles produites par la femme sont bien produites par l'ovaire. Ceux qui sont lycéens derrière vous doivent rajouter probablement, ils doivent dire « Oui, mais attention Bernard Capuano, n'oublie pas que effectivement la production de ces hormones par l'ovaire sont sous le contrôle de substances produites par le cerveau. » Mais ça, c'est du programme de lycée. Dans les ovaires, qu'y a-t-il? Les ovules. Alors, simplement pour que vous rendiez compte qu'on a bien affaire à une cellule. Vous avez ici une illustration de ce qu'est cet ovule. Vous voyez, c'est une cellule qui est relativement grosse, qui est à peu près une vingtaine de fois plus grosse qu'un spermatozoïde. Alors là, pareil, hein, même raisonnement pour cette cellule-là. Il y a à l'intérieur de cette cellule-là, nous sommes bien d'accord, il y a la moitié des chromosomes, cette fois-ci non pas du père, mais évidemment de la mère, sur la base du même processus dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir
que cela vient de cette division qu'on a appelée la méiose. Alors, là se trouve, je pense, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur le cycle. À savoir, je m'explique. Vous retrouvez ici en bas, vous voyez, ça va du premier jour jusqu'au 28e jour. OK? Le cycle d'une femme est théoriquement de 28 jours. Facile à retenir. À la moitié du cycle, c'est-à-dire ici, donc au 14e jour. Que se passe-t-il? Il se passe ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'ovulation. L'ovulation, c'est-à-dire donc, vous voyez bien que l'ovule ici, il est éjecté. Premier jour, 28e jour là-bas, le 14e jour, le milieu du cycle, et puis vous avez ici donc l'ovule qui est éjecté. Il est éjecté, on le verra dans le pavillon, puis la trompe. Bon. Vous allez me dire, mais comment je sais que c'est le premier jour? Fastoche, puisque le premier jour, vous le voyez également à l'écran, c'est le premier jour des règles. Je vais donc compter le premier jour de mon cycle à partir du premier jour de mes règles. D'accord? Donc attention à ça, premier jour des règles. Pourquoi on compte le cycle à partir du premier jour des règles? Parce que le jour de règles dépend d'une femme à l'autre. Ça peut durer 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 10 jours. Il y a des facteurs très nombreux qui interviennent dans ces règles. Donc, on compte le premier jour du cycle, le premier jour des règles. D'accord? Attention, je n'ai pas dit le premier jour du mois. Il y a des élèves qui disent le premier, par exemple, le 1er avril. Non. 1er mars, non. Premier jour des règles qui peut avoir lieu, donc n'importe quel jour, évidemment, de ce mois. 14e jour, l'ovulation, qui a été produite par quoi? Alors, regardez, c'est justement là qu'interviennent les courbes. Vous avez ici une courbe avec indiqué ici estrogène. L'estrogène, c'est l'une des 2 hormones produites par une femme, notamment par l'ovaire de la femme. Et regardez, juste avant donc l'ovulation qui a lieu au 14e jour, eh bien vous voyez bien ici qu'il y a un pic. Il y a un pic d'hormones. C'est ce pic d'hormones-là, d'estrogène, qui va déclencher l'ovulation et donc l'expulsion ici de notre ovule. Donc les estrogènes sont évidemment très importantes. Et vous pouvez déjà commencer à vous dire, si j'arrive à empêcher ce pic, il n'y aura pas d'ovulation. Si je n'ai pas d'ovulation, je ne pourrai pas tomber enceinte. C'est ce dont on dira dans la deuxième partie. Deuxième hormone. Attention, la deuxième hormone, elle est par là-bas. Alors, il faut qu'on revienne sur la partie précédente. Le temps pour moi de faire quelques virevoltages. Ici, la progestérone, vous voyez qu'ici, il y a de nouveau un pic. Vous allez me dire, il sert à quoi ce pic? Alors, il est beaucoup plus long, on est bien d'accord. Il est plus long, pourquoi? Parce que pendant toute cette période-là, ici, vous avez effectivement l'utérus qui se prépare. Et se prépare à quoi? Il se prépare à recevoir éventuellement un embryon. Donc cet utérus, il va s'épaissir. Vous voyez bien ici qu'il y a un épaississement de l'utérus et puis qu'il y a des espèces de crevasses là. C'est ce qu'on appelle des invaginations. C'est là-dedans qu'éventuellement l'embryon va tomber, s'enfoncer comme dans un nid. C'est pour ça qu'on parlera de nidation. Donc, cette progestérone ici, dont on voit très bien le sommet, vous voyez bien ici cette bosse, eh bien c'est cette augmentation de la progestérone qui, au bout du compte, à la fin du cycle, j'en reviens ici, va provoquer les règles. Je résume, 28 jours, au milieu, 14e jour, c'est l'ovulation. L'ovulation est provoquée par un pic d'estrogène et les règles, ainsi que la modification de l'utérus, est provoquée par un pic d'estrogène. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est sûrement la partie la plus importante concernant l'appareil génital de la femme et son fonctionnement. Et cela, évidemment, des conséquences sur tout le corps. Tout le corps, eh bien justement,
à savoir toutes les modifications que vous, derrière votre écran, êtes en train de subir si vous êtes au collège, puisque vous êtes dans cet âge particulier qu'on appelle la puberté, cette période particulière qu'est la puberté. Vous avez ici, je ne vais pas trop entrer dans le détail, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. Vous avez ici toutes les modifications qu'il y a, hein, que ce soit en termes d'âge, les organes qui sont touchés au niveau du squelette, de la musculature, la pilosité, les poils, etc., la voix. Hein, vous avez ici toute une ribambelle de documents hein, qui vous donnent les principales modifications de votre corps. Et puis vous avez ici les caractéristiques pour les filles. Et puis là-bas, vous avez évidemment pour les garçons. Bon, et bien tout ça, que ce soit pour les filles ou que ce soit pour les garçons, il faut bien avoir ça en tête, c'est sous le contrôle des hormones. Alors, pour les filles, hormones sexuelles, estrogène, progestérone, et pour les garçons, testostérone. Je suis en train de vous dire que si je suis un garçon et que j'ai un problème au niveau de mes testicules, qui, je vous le rappelle, produisent la testostérone, ça va avoir des conséquences sur certains de ces caractères. Par exemple, ça va avoir des conséquences sur la mue de la voix. J'évoquais en tout début du live le syndrome de Klinefelter. Le syndrome de Klinefelter, c'est une maladie génétique qui va induire des tout petits testicules. L'individu a des tout petits testicules, et bien, petit testicule, peu de testostérone, et bien il va avoir un corps qui va se féminiser, puisque c'est bien la testostérone qui est responsable ici de l'apparence physiologique, anatomique d'un homme. Et là, vous avez ce qui concerne les filles. Donc, je le répète, j'insiste là-dessus, les modifications qui donnent l'apparence d'une fille ou qui donnent l'apparence d'un garçon sont sous le contrôle des hormones. Des questions? Alors, des questions, on en a beaucoup. Oula, beaucoup de questions. Par exemple, Julien qui nous dit c'est quoi la testostérone? Alors, Julien vient sûrement d'arriver dans le live. Julien, c'est facile, la testostérone, c'est l'hormone produite par les testicules. Je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous êtes en lycée, vous savez que dans le tube séminifère, il y a différents types de cellules, et c'est une cellule particulière dans le tube séminifère des testicules qui produit cette hormone. Question de Lilou, infertile et stérile, est-ce que c'est la même chose? Infertile et stérile, est-ce la même chose? Stérile, la définition est simple, on ne produit pas de cellules reproductrices. Infertile, c'est simplement le constat que ça ne marche pas. Je prends un exemple, je vous donne un exemple très concret. Demain, vous souhaitez avoir des enfants, il faut quand même savoir une chose, c'est que la durée moyenne avant de les avoir est de 1 an. Alors vous allez pouvoir dire éventuellement pendant 1 an, je suis infertile parce que je n'arrive pas à avoir d'enfants, mais vous ne pourrez pas dire je suis stérile tant que vous n'aurez pas fait les tests nécessaires, et notamment un spermogramme pour savoir si vous êtes stérile. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous ne pourrez pas le savoir. Par contre, la stérilité, on est bien d'accord, c'est l'incapacité pour un homme ou pour une femme pour produire des cellules reproductrices et donc évidemment d'avoir des enfants. Ensuite, question de Morgane. C'est quoi la différence entre l'ostrogène et la progestérone? Morgane demande quelle différence il y a entre les estrogènes et la progestérone. Morgane, si tu as bien suivi ce live, et j'en suis sûr tu es en train de le faire, en train de manger peut-être un bon petit gâteau ou un verre de lait, l'estrogène est l'une des hormones produites par l'ovaire de la femme, la progestérone également. Mais, comme tu l'as vu précédemment ici sur les petites vignettes qu'on t'a projetées, l'estrogène est produite avant l'ovulation, la progestérone est produite après l'ovulation. Donc, ce sont deux hormones sexuelles produites par les ovaires, mais pas produites au même moment et n'ayant pas le même rôle. Ensuite, les critiques de M. Balou qui nous dit c'est quoi l'ovaire ovogénèse et c'est quoi sa différence avec l'ovaire grossesse? Oula! Alors, l'ovaire grossesse, l'ovaire ovogénèse, je n'ai pas très bien compris le sens de ta question. Ce que je peux te dire, si visiblement c'est une question de vocabulaire, l'ovogénèse d'abord. C'est très simple, c'est comme la spermatogénèse, c'est l'histoire d'une cellule dans l'ovaire qui va permettre la transformation de cette cellule en ovule. Tout à l'heure, dans les flashs précédents, tu as dû voir que j'ai parlé du follicule de De Graaf. Le follicule de De Graaf est l'une des étapes de cette ovogénèse. La grossesse, c'est simplement la période durant laquelle on attend un enfant. J'espère avoir répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à remettre un petit mot. Question de Cornette Mur, les règles durent combien de temps en moyenne? Cornette Mur demande les règles durent combien de temps en moyenne? J'ai presque envie de dire peu importe
Et bon, évidemment, généralement, c'est de l'ordre de 4-5 jours. Je l'ai dit, attention, les règles peuvent être beaucoup plus courtes, beaucoup plus longues, 10 jours, 15 jours. Les règles peuvent même durer, pratiquement, peuvent être quotidiennes. Alors, c'est quoi les règles par définition? C'est un écoulement sanguin du vagin. Bon, cet écoulement, il peut être provoqué par tout un tas aussi d'autres choses. Hein. On a même vu des cas de filles ou de femmes qui étaient enceintes et qui avaient encore des écoulements du vagin. Alors qu'on devrait se dire, mais s'il y a écoulement du vagin, il y a donc règles. S'il y a règles, on n'est pas enceinte. Attention, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête dans cette partie-là du cours. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains faits de sang, d'organes, de tout un tas de substances qui circulent et qui font que le fonctionnement d'un corps n'est pas quelque chose de formaté. Hein, tout à l'heure, le cycle dont on va reparler, et puis tout ça, c'est ce qui se passe en règle générale. Vous savez, hein, c'est le cas de le dire d'ailleurs, mais c'est comme quand vous avez la moyenne de la classe, c'est de 12,8, personne n'a 12,8, il y a 12, il y a 13, ben là c'est pareil. Mais c'est de l'ordre de quelques jours, 4-5 jours, on va dire environ. Est-ce que je peux faire un rapide topo sur l'ADN? Yes, je peux. ADN veut dire acide désoxyribonucléique. C'est donc une molécule bicaténaire hélicoïdale située dans un noyau et qui comporte les informations génétiques. Ces informations génétiques sont donc portées par des nucléotides constitués d'un acide phosphorique, d'un sucre désoxyribose et de 4 bases possibles, l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine. Sachant que 2 d'entre elles s'associent adénine avec thymine, cytosine avec guanine. Et que ceci se fait par triplet et chacun des triplets correspond à un acide aminé. Yes! Woo! Another one? Oui. C'est quoi un allèle récessif? Oula, là on tombe dans la génétique. Je vois qu'il y en a qui profitent de notre présence et ils ont raison parce qu'avec DigiSchool, nous serons toujours là pour vous. Eh bien, un allèle récessif, c'est quoi? Je reviens un petit peu en arrière sur les chromosomes. Il y a ce dont j'étais en train de parler un peu rapidement pour vous impressionner. J'espère y être arrivé d'ailleurs. C'est quoi? C'est un code qui a une particularité, c'est qu'il ne s'exprime pas. Je prends un exemple très concret. Vous avez sur un chromosome l'allèle A pour le groupe sanguin. Vous avez sur l'autre chromosome l'allèle O. Eh bien, vous êtes de groupe sanguin A. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne suis pas de groupe sanguin O? Parce que justement, l'allèle O est récessif. Ça veut tout simplement dire qu'il ne s'exprime pas parce que l'allèle A le domine. C'est bien pour ça que l'on dit que l'allèle A est dominant et l'allèle O est récessif. Conclusion, les allèles peuvent être ou dominants ou récessifs, et lorsqu'ils sont récessifs, ils ne s'expriment pas, mais on les porte quand même sur nos chromosomes. On enchaîne, ouais. Allez, enfin ici, vraiment importantissime. C'est vraiment le genre de truc, je pense, que vous pourriez vraiment avoir au brevet des collèges, c'est-à-dire compléter ce petit document. Vous retrouvez ici, sous une autre forme, exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Avec un petit élément en plus, ça va être la période de fécondité. On retrouve donc un cycle qui va durer du 1er jour au 28e jour. Au milieu, 14e jour, c'est l'ovulation. Ça, je pense que tout le monde a compris jusque-là. On a donc le début du cycle qui commence par les règles, hein, qui durent ici, on vous l'indique, 5 jours. Et puis ce sur quoi on veut insister plus particulièrement aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être la période de fécondité. En fait, à quoi il sert ce document? Il sert à se dire, mais à quel moment je peux tomber enceinte si j'ai un rapport sexuel non protégé? Eh bien, cette période-là, vous l'avez de là à là. Vous allez me dire, mais là, j'ai le 14e jour. Comment est-ce que je pourrais éventuellement tomber enceinte alors que mon ovule n'est pas encore arrivé, n'a pas encore été éjecté de l'ovaire? Ben, la raison est très simple. C'est qu'un spermatozoïde, ça ne meurt pas à l'instant. Ça a une période de vie. Cette période de vie, elle est d'environ 5 jours. Concrètement, ça veut dire quoi? Que si j'ai un rapport sexuel non protégé 5 jours avant les règles, les spermatozoïdes seront toujours vivants. Ils seront là en train d'attendre. Paf, ils voient arriver un ovule, eh ben, ils vont tenter de le féconder. Alors qu'au départ, on s'était dit, ah ben, je ne risque pas de tomber enceinte puisque je n'ai pas encore eu d'ovulation. Il faut à ces 5 jours rajouter 2 jours. Ces 2 jours correspondent, je vous l'ai dit en début du live,
à la période durant laquelle votre ovule va se déplacer dans le premier tiers des trompes, et il ne peut être fécondé que là. Après, c'est mort. Il ne peut plus être fécondé, je ne peux donc plus tomber enceinte. Conclusion, 5 jours avant les règles, avant l'ovulation, pardon, autant pour moi, plus 2 jours après l'ovulation. 5 et 2, 7 sur un cycle de 28 jours. Ça veut donc dire que j'ai seulement un quart de ce cycle durant lequel je peux tomber enceinte. Et c'est donc d'ailleurs ce que les couples essaient de calculer lorsqu'ils souhaitent avoir un enfant pour optimiser leur chance d'avoir un petit bébé. Slide suivant. Voilà maintenant pour visualiser un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. C'est une espèce de récapitulatif. Vous avez ici votre ovaire, 14e jour ovulation. Dans ce premier tiers des trompes, là on est donc, on va le dire, à ovulation plus 2. Bah, s'il rencontre des spermatozoïdes, il a une chance d'être fécondé. J'ai bien une chance. Attention, on a bien dit qu'il faut à peu près 1 an pour tomber enceinte, en règle générale, en moyenne. Ensuite, une fois que cet ovule aura été fécondé, il va donc continuer ici dans les trompes pour rejoindre cette partie-là, qui est l'utérus, et c'est là que va se développer le bébé. Alors comme vous le voyez, eh bien, ici, les spermatozoïdes partent à droite, mais évidemment, la moitié d'entre eux partent également à gauche, ils n'ont pas été symbolisés ici. Et c'est bien pour ça qu'il faut énormément de spermatozoïdes, plusieurs centaines de millions pour féconder un ovule, et un seul de ces spermatozoïdes pénétrera dans l'ovule pour donner one baby. Voilà une très belle illustration, c'est une photographie ça, de la fécondation, ou en tout cas du moment où quelques centaines, 200, vous en avez ici, 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 300 spermatozoïdes s'acharnent à essayer de pénétrer dans l'ovule pour le féconder et donner une cellule œuf. Il faut bien avoir en tête que, regardez, si là ce spermatozoïde est sur le point de pénétrer, si c'est celui-là, à l'intérieur, il y a un certain nombre de caractères du père. Si c'est celui-là, c'est d'autres caractères du père. Donc, nous n'aurons pas le même enfant, le même bébé, en fonction du fait que ce soit celui-ci ou celui-là. C'est l'objet de la méiose dont on a parlé tout à l'heure, qui fait cette loterie, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Un peu de poésie aujourd'hui à DigiSchool. Ici, un petit rappel sur les dernières étapes, parce que, bon, après, c'est vraiment histoire de bien avoir en tête tout le déroulement. Je ne vous refais pas l'explication avec mon ovulation, la fécondation, etc. Je veux simplement insister sur cette partie-là. Regardez, ici, votre ovule n'est plus un ovule. C'est une cellule œuf, a été fécondée. Spermatozoïde plus ovule, ça fait une cellule œuf. Ça va donner un embryon et il va s'enfoncer là, dans l'utérus, se nicher. C'est bien pour ça que l'on parle de nidation. C'est la dernière étape avant la grande aventure du développement embryonnaire qui va transformer une cellule en ce que nous sommes ici, vous derrière votre écran également, 100 000 milliards de cellules. Un être humain est constitué d'à peu près 100 000 milliards de cellules, alors que nous sommes bien d'accord, au départ il n'en avait qu'une. Et là c'est une autre division qui va démultiplier ces cellules, ce qu'on appelle la mitose. Alors, au bout de 9 mois, ce qu'on appelle la gestation, ou ce que votre camarade, notre diginote a dit tout à l'heure, la grossesse, eh bien, on a un bébé qui est ici dans une poche. Ce qu'on appelle la poche des os, c'est cette poche-là qui peut se percer avant l'accouchement. En faisant donc écouler une certaine quantité d'eau par le vagin, ça va annoncer le début du travail d'accouchement. Attention, il y a encore quelques heures, en règle générale, après ces moments-là. On voit souvent dans les films des gens partir en pleine vitesse à la clinique en disant « Oh, il reste quelques minutes ». Non. L'accouchement proprement dit, c'est-à-dire le moment où vont avoir lieu les contractions et qui vont faire sortir, expulser le bébé, c'est à peu près une demi-heure. Les gens disent parfois « Oh là là, mon accouchement a duré 24 heures, 25 heures ». Non, c'est le moment où on les a probablement amenés à l'hôpital et durant lequel il n'y a pas eu suffisamment de contractions. Les contractions et le col de l'utérus n'étaient pas encore ouverts et le travail d'accouchement n'avait pas réellement commencé.
Alors évidemment, entre le moment, le slide précédent et ce qu'on vous montre là, où vous avez un bébé hein, entier, eh bien, il y a une surveillance qui est faite. Vous avez ici une photographie qui permet de voir, c'est une échographie si vous voulez perfectionner, c'est assez nouveau et on trouve ça maintenant de plus en plus dans les hôpitaux. Ça permet de suivre le développement du petit bébé ici qui va se nourrir, on va le dire, non pas par le biberon, je suis en train de lui tendre, mais un petit rappel quand même, hein, parce que ça c'est une erreur que vous faites souvent, le bébé ne respire pas et ne se nourrit pas lui-même. Il se nourrit par l'intermédiaire de ce cordon-là, ce qu'on appelle le cordon ombilical, dont nous avons un vestige, c'est notre nombril. Bon, eh bien, par l'intermédiaire de ce cordon ombilical-là, eh bien, la maman va fournir ici, par cette zone-là qu'on appelle le placenta, va lui fournir le dioxygène pour respirer et les substances nutritives pour le nourrir. Pendant ce temps-là, le bébé est dans cette poche-là, remplie d'eau. C'est une espèce de aquabag. Comme dans une voiture, il y a l'airbag. Là, c'est l'aquabag. C'est-à-dire que ça permet d'amortir également les chocs. C'est une protection autour du bébé. Des questions? Oui, alors on a des questions. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une gamète? Alors, on me demande ce qu'est une gamète. On dit un gamète. La définition est très simple. La définition d'un gamète, c'est une cellule reproductrice. Donc, le spermatozoïde est un gamète mâle. L'ovule est un gamète femelle. C'est quoi la différence entre un gène et un allèle? Quelle différence y a-t-il entre un gène et un allèle? Oh là là, vous êtes en train là, de nous mettre un peu le doute. On a fait des lives sur la génétique. Je vais vous voir revenir en force là-dessus. J'espère que les choses sont claires. Un gène, c'est ce qui va donc être responsable d'un caractère. La couleur de mes yeux, la forme de mon nez, le fait que je puisse entourer la langue ou pas. On a fait un live là-dessus d'ailleurs, que je puisse faire ça. Ça, c'est à cause d'un gène. Certains d'entre vous, amusez-vous à essayer de faire ça. Vous ne pourrez pas tirer la langue à celui ou celle qui est en face de vous. C'est parce qu'il y a un gène que vous n'avez pas. Ou en tout cas, qui ne fonctionne pas. Bien. Ça veut donc dire qu'un gène, il peut s'exprimer de différentes manières. Alors, les différentes manières avec lesquelles ce gène s'exprime, ce qu'on appelle un allèle. Et tout à l'heure, je vous ai évoqué donc les deux types d'allèles qui existent, dominant et récessif. Donc, prenons un exemple. Concernant le gène responsable du groupe sanguin, il y a 3 allèles différents, A, B et O. Et la combinaison 2A2 de ces 3 allèles, A et B par exemple, va donc constituer les groupes sanguins. Sachant que A et B sont dominants et que l'allèle O est récessif. C'est plus clair? Ensuite, quelles sont les étapes qui se passent entre la fécondation et l'arrivée du nouveau-né et la durée de ces étapes? Alors, quelles sont les étapes entre la fécondation et puis ici, l'arrivée du nouveau-né? Toutes ces étapes, c'est ce qu'on appelle de l'embryologie. Je ne vais pas les évoquer, c'est d'une complexité atroce. Ceux d'entre vous qui feront médecine, vous aurez tout le loisir de les apprendre, de les étudier dans le détail. Ce que je peux vous dire, pour faire simple, c'est que vous n'imaginez bien qu'on ne passe pas d'une cellule à 100 000 milliards de cellules avec 2 bras, une tête, 2 jambes et tous les organes comme ça. Pour faire simple, là encore, il faut savoir que lors de l'embryogénèse, c'est-à-dire l'histoire de l'embryologie, avant d'arriver à un bébé, il y a 3 feuillets qui se forment, on va dire comme 3 crêpes, et chacun de ces feuillets va donner une partie du corps. Il y a une partie qui va être le système nerveux, l'autre qui va donner tout ce qui est membres, etc. Et puis une autre partie qui va donner essentiellement les organes. Je vous décris ça grossièrement. S'il y a des médecins derrière cet écran, ils doivent hurler en disant « Oui, c'est pas précis, c'est vrai, mais n'oublions pas une chose, nous sommes en collège ». Mais effectivement, il y a de nombreuses étapes. Et d'ailleurs, on donne des noms à cette cellule. On appelle ça un embryon. Puis au bout d'un certain nombre de semaines, on appelle ça un fœtus. Puis après, on appelle ça plus communément un bébé que vous avez ici. Vous avez bien compris que cette observation, cette image-là qui a été faite à l'intérieur du ventre de la maman. Donc ça permet de surveiller la grossesse pour voir si tout se passe bien. Alors, question qui revient beaucoup, on nous la pose souvent. Question de la pomme d'Adam.
Qu'est-ce que la pomme d'Adam? Regardez, c'est la pomme d'Adam. C'est une particularité des garçons, des hommes, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est due à l'action de la testostérone sur notre corps et qui se traduit donc par cette protubérance au niveau de la gorge. C'est ça la pomme d'Adam. Adam et Ève. Vous vous rappelez quand même? Autre question? Alors, on passe au slide suivant et on passe cette fois-ci à la deuxième partie, la maîtrise de la reproduction. Alors, attention, je pense que si vous avez un sujet sur cette partie-là, ça portera effectivement sur des méthodes de contraception, puisque évidemment la reproduction, on va la maîtriser grâce à des méthodes de contraception. La contraception, c'est quoi? Ça va être donc empêcher, comme ça l'est indiqué ici, tout ce que l'on vient de voir là. Alors, on peut agir à plusieurs niveaux pour empêcher cela. Alors, c'est ce que l'on va voir dans les moyens de contraception qui suivent. Le moyen de contraception qui suit, c'est celui que vous connaissez probablement. Le slide va bientôt apparaître. Il s'agit de la pilule. Alors, on les a classés comment? On les a classés pour que vous sachiez en France, c'est le moyen de contraception qui est encore le plus utilisé. Bon. Il y a encore quelques années, c'était bien plus en termes de pourcentage. Je crois que nous avons ensuite, tout à l'heure, on verra quels sont les pourcentages. Cette pilule, la pilule, c'est un moyen de contraception. J'insiste, nous insistons sur une chose fondamentale. Nous sommes en train ici d'évoquer, et on dira quelques mots tout à l'heure sur les maladies sexuellement transmissibles. Là, on n'est pas en train de parler des moyens qui empêchent d'attraper des maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Nous sommes en train de parler des moyens pour ne pas tomber enceinte. On dira tout à l'heure que l'un de ces moyens permet d'éviter d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Donc, un moyen pour ne pas tomber enceinte, c'est la pilule. C'est donc, en France, un des moyens les plus utilisés. Il l'est de moins en moins, notamment par les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que l'utilisation de la pilule a des effets secondaires sur le corps et qui peut avoir des effets à long terme. C'est pour ça que de plus en plus de jeunes utilisent moins ce moyen de contraception. Il agit à plusieurs niveaux. Il peut empêcher, il va bloquer l'ovulation. Pourquoi? Parce que c'est quoi la pilule? C'est un cachet dans lequel il y a des hormones sexuelles de la femme, estrogène et progestérone. Donc, en prenant ça tous les jours, vous allez perturber le cycle dont on a parlé précédemment. Et en le perturbant, vous pouvez donc empêcher l'ovulation. Première action. Deuxième action, vous pouvez empêcher la nidation. Rappelez-vous, si jamais la cellule œuf qui a fait tout ce petit chemin-là et qui se retrouve ici dans l'utérus ne peut pas s'enfoncer dans l'utérus, eh bien forcément, l'embryon ne pourra pas se développer. Deuxième mode d'action. Troisième mode d'action, vous le savez peut-être, à l'entrée de l'utérus, ce qu'on appelle un petit passage qu'on appelle le col de l'utérus. Eh bien, la pilule va augmenter les sécrétions à l'entrée du col de l'utérus. En clair, ça va bloquer le passage des spermatozoïdes. Donc, je bloque le passage des spermatozoïdes, j'empêche une éventuelle nidation et j'empêche l'ovulation. Donc, vous imaginez bien que dans ces conditions, avec ces trois modes d'action, eh bien, cela va réduire considérablement les possibilités d'avoir un bébé. La pilule, premier mode de contraception ici en France. Deuxième mode de contraception qui a de plus en plus de succès en France pour remplacer justement la pilule, le stérilet. Le stérilet, vous en avez une illustration ici. C'est une petite baguette, vous voyez, en T, avec une petite barre ici, qui est entourée de fils de cuivre. Alors ça peut paraître barbare. Première chose à dire, ce n'est pas soi-même qu'on utilise, qu'on installe un stérilet. C'est le médecin qui va le faire. De la même manière que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est un médecin qui va vous prescrire la pilule. Ce n'est pas un bon bec, on va voir un médecin qui, en fonction de votre état de santé, de vos antécédents familiaux, va vous préconiser un certain type de pilule qui va fonctionner et qui n'aura pas d'effet secondaire dérangeant.
Hein, tout ça, je le rappelle, attention à l'automédication, dans ces domaines-là, on ne fait pas n'importe quoi. Donc le médecin va introduire ce stérilet ou donc il va l'introduire dans l'utérus. Vous allez me dire, mais ça fait quoi ce stérilet? Et là, vous avez ici, vous voyez, une petite ficelle qui dépasse légèrement. C'est cette petite ficelle-là, lorsque je vais tirer dessus, qui va permettre de rabattre les deux petits montants T, là, du T, et donc ressortir le stérilet si besoin est, soit pour le changer, soit parce que la personne qui le porte souhaite avoir un enfant. Alors, quel est le mode d'action de ce stérilet-là? Eh bien, son mode d'action, c'est tout simplement de provoquer, grâce au cuivre, vous le savez peut-être, le cuivre, c'est un métal qui très souvent déclenche des allergies, des inflammations de la peau. Peut-être vous-même avez déjà vu des inflammations au niveau du bouton de votre jean. Si ce bouton, qui est souvent en cuivre, touche votre peau, ça a pu provoquer des inflammations, des irritations parfois assez importantes. Eh bien, c'est grosso modo ce qui se passe dans l'utérus. Oui, c'est une inflammation de l'utérus qui va empêcher les spermatozoïdes de poursuivre leur chemin pour éventuellement aller féconder un ovule. C'est la raison pour laquelle, dans des cas très rares, cette inflammation peut conduire à une infection de l'ovaire, des ovaires, et dans certains cas encore plus rares, conduire à une stérilité. C'est la raison pour laquelle les médecins, en règle générale, ne préconisent pas ce moyen de contraception à des jeunes femmes ou à des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, mais ça n'est pas là non plus une règle absolue. Le stérilet, deuxième mode de contraception en France après la pilule. Troisième mode de contraception, dans l'ordre, hein, toujours en France, c'est le préservatif masculin. Alors, le préservatif masculin, vous le savez sûrement, pas besoin d'aller voir le médecin. On peut acheter ce genre de préservatif dans le commerce ou dans les pharmacies. Bien, il y a un mode d'emploi pour poser ce préservatif correctement. Le taux de réussite, c'est-à-dire d'efficacité, est très important dans la mesure où il est utilisé correctement. Deuxième point, et c'est là où je fais une petite transition, mais qui est parfois à l'origine de confusion dans la tête des gens, c'est que ce moyen de contraception qu'est le préservatif masculin est également un moyen pour s'éviter d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. D'accord? Mais c'est aussi un moyen de contraception, dans la mesure où vous l'utilisez correctement. Et évidemment, son mode d'action, vous l'avez compris, est très simple. C'est que pour une fois posé sur le pénis, il va empêcher les spermatozoïdes de rejoindre l'ovule et donc il ne peut pas y avoir de fécondation. Troisième moyen de contraception ici, le préservatif. Quatrième moyen, il y en a d'autres, hein. Il y en a même plusieurs autres, moins connus. Vous avez par exemple ici le diaphragme. Le diaphragme, c'est une espèce de petit capuchon en plastique qu'il faut enduire d'une crème spermicide et que l'on pose soi-même à l'entrée de l'utérus, sur le col de l'utérus. Je vous montre ici surtout ceci, pourquoi? Parce que vous avez ici les pourcentages d'efficacité de ces moyens de contraception. Vous voyez que ces pourcentages sont très élevés. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas 100%. Alors, ce n'est pas 100% pour une raison très simple, c'est que la différence entre les 100% et ce que vous avez là, c'est tout simplement dû à une mauvaise utilisation. C'est comme beaucoup de choses, si ça n'est pas utilisé correctement, ça ne fonctionne pas. Je prends un exemple. Si vous avez oublié votre pilule un jour, attention, le lendemain, j'en prends pas deux en me disant « Ah bah j'ai oublié la veille, ce coup-ci j'en prends deux ». Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez oublié de prendre votre pilule une fois et que vous avez des rapports sexuels non protégés par la suite, vous pouvez très bien tomber enceinte pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, contrairement aux années 70, les pilules sont microdosées, donc il y a peu d'hormones sexuelles. Donc si vous avez oublié un jour, ça n'est pas la prise de la pilule suivante qui va rattraper le manque d'hormones qui est dû au fait que vous ne l'avez pas prise auparavant. Mais tous ces moyens de contraception sont tous efficaces contre le fait de faire une fécondation. Donc ce sont des moyens qui empêchent de tomber enceinte. Et dans tous ces moyens, le seul qui empêche d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, c'est bien le préservatif masculin. Il faut le répéter sans cesse parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont véhiculées par les réseaux sociaux parfois et à tort concernant
ces moyens-là. Et vous savez que bah, voilà, quand même, les conséquences de rater dans ce domaine-là conduisent, comme on l'a vu, à avoir des bébés. Et avoir un enfant, c'est quelque chose d'important. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà en ce qui concerne les moyens de contraception. Voilà, vous avez ici les pourcentages des moyens de contraception en France. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver donc ici la pilule, vous allez retrouver ici le stérilet, vous allez retrouver ici le préservatif et puis les autres moyens de contraception ici qui sont divers et variés, qui sont évidemment utilisés dans une moindre mesure. Alors ces pourcentages sont en train de changer, mais grosso modo, ils vont constituer d'ici quelques années chacun à peu près un bon quart, un petit tiers. Quelques mots quand même, on est presque à la fin de ce live, bientôt l'heure de nous quitter, je sais, vous avez déjà hâte d'en voir d'autres. Les maladies sexuellement transmissibles, pourquoi? Parce qu'on parle très souvent du sida, le virus du sida, voici une photographie du virus du sida. La seule maladie sexuellement transmissible mortelle, nous en sommes à plus de 20 millions de morts dans le monde. Vous le savez, vous participez sûrement à des actions ou à des dons pour justement encourager la recherche pour trouver un jour enfin un véritable vaccin. Attention, nous profitons de ce live ici pour vous responsabiliser un peu. Rappelons-le, tous les jours, on le fait, tous les professeurs le font, chacun en France. Il n'existe pas encore de vaccin contre le virus du sida. Il existe un moyen de stopper son action qui a des effets secondaires extrêmement difficiles qu'on appelle la trithérapie. Mais il faut rappeler, à chaque fois vous avez le VIH ici, c'est donc le virus immunodéficient humain, c'est-à-dire donc qui est responsable de la maladie que l'on appelle le sida, le syndrome immunodéficient acquis, etc. Donc c'est le VIH. Mais vous avez ici tout un tas d'autres maladies sexuellement transmissibles, l'herpès, la syphilis, chlamydia, etc., etc. Vous en avez toute une ribambelle. Donc quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, il n'y a pas que le virus du sida, non, il y en a d'autres. Et donc répétons-le encore une fois dans ce live, le préservatif masculin est le seul moyen de ne pas attraper ces maladies lors d'un rapport sexuel non protégé. Le sida en France. Alors on termine par des choses un petit peu plus lourdes, mais nous pensons que c'est vraiment indispensable parce qu'il en va évidemment de la santé de tous. Le sida en France, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 150 000 personnes qui sont porteuses du VIH. Et nous avons, même si nous avons eu à un moment donné une diminution ici, comme vous pouvez le voir, de cas, il faut faire attention parce qu'en France et dans le monde d'ailleurs, ça remonte légèrement. Alors évidemment, cette répartition de cette épidémie est très variable. Vous voyez par exemple qu'il y a des centres où il y a beaucoup plus de personnes atteintes parce que souvent ce sont des endroits où il y a tout simplement beaucoup d'habitants, et notamment dans les villes. Donc il ne faut pas relâcher l'attention, il ne faudra jamais relâcher non plus l'éducation. C'est ce que nous essayons de faire ici à Dizzy School dans ce domaine-là. On parle du brevet des collèges, mais vous sentez bien également, et c'est la raison pour laquelle on a fait ce live, que c'est quelque chose qui est quand même, dont on parle quand même beaucoup actuellement. On essaye de beaucoup vous sensibiliser là-dessus. C'est pour ça que nous avons tenu à faire un live sur ce sujet, parce que nous savons aussi que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu un cours correct ou complet à ce sujet. Or, nous le répétons, nous sommes là pour vous aider et vous aurez ce brevet des collèges. Nous sommes là pour vous faire réviser les points les plus importants sur lesquels vous seriez éventuellement interrogé lors de ce brevet et nous avons à répondre à vos questions. Alors, allez-y, come on! Ok. Comment savoir si on a des MST? Comment savoir si on a des MST? Très bonne question. Il faut savoir que dans les villes, les plus grandes villes de France, nous sommes à Lyon. Par exemple, à Lyon, il y a plusieurs centres dans lesquels vous pouvez vous rendre gratuitement et de façon anonyme, où un médecin va vous faire une prise de sang, vous donnera un numéro, un code, vous serez totalement anonyme et vous serez ensuite informé lors d'un autre rendez-vous, là encore totalement anonyme, des résultats de ces tests. Donc vous pourrez
savoir si vous êtes atteint d'une maladie sexuellement transmissible simplement par une prise de sang. Donc ces centres existent un peu partout. Si vous allez sur Internet, vous les retrouverez très facilement. Et si vous avez un doute à ce sujet, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller dans ces centres. Beaucoup de personnes y vont et ça permet également de savoir si on est porteur de virus ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important au niveau de la responsabilité que l'on porte lorsque l'on a une relation sexuelle avec quelqu'un. Comment un homme ou une femme peut devenir stérile? Comment un homme et une femme peuvent devenir stériles? Des cas génétiques, nous avons évoqué le syndrome de Klinefelter en début de live. Donc là, c'est une maladie génétique qui va faire que vous avez des testicules qui ne fonctionnent pas correctement. Hein, ça peut arriver. Ça peut être le résultat de maladies que l'on a eu bébé qui vont rendre inopérants, non fonctionnels ou les ovaires ou les testicules. Ça peut être accidentel. Lors d'accidents par exemple, ça peut être lié également à des maladies. Savez-vous que le premier cancer chez les jeunes de moins de 25 ans est le cancer des testicules? Donc il y a malheureusement plusieurs moyens de devenir stérile. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre MST qui peut tuer? Existe-t-il une autre MST qui peut tuer? Non, les autres MST sont quand même très invalidantes. Il faut savoir que certaines d'entre elles nécessitent des traitements aux antibiotiques qui peuvent durer plusieurs mois, voire presque un an. Donc ce ne sont pas non plus des maladies à prendre à la légère. Ça se traduit par des démangeaisons, des saignements, des douleurs assez violentes, etc. Donc même si elles sont moins connues, parce qu'on en parle moins, parce qu'évidemment elles ne sont pas mortelles, donc évidemment la priorité est de combattre le sida, le VIH, néanmoins, eh bien, subsistent quand même toutes ces maladies dont on parle moins, mais qui sont quand même présentes. Question de Tag, si la méiose divise les chromosomes en deux, alors qu'est-ce que la mitose? Tag de Mangue, il insiste, il veut revenir sur la génétique. Je comprends, je vois que vous êtes très angoissé par la génétique. Ça ne nous étonne pas ici à DigiSchool parce que c'est vrai que c'est une partie qui est difficile. La méiose, vous l'avez bien compris, comme Tag, tu l'as compris, divise le nombre de chromosomes par 2. Donc c'est cette méiose qui a lieu dans les testicules et dans les ovaires qui va faire passer le nombre de chromosomes de 46 à 23. Nous sommes d'accord. La mitose, c'est ce qui est en train de se passer là, dans ton corps, à l'instant. Sais-tu qu'entre ce matin et ce soir, tu auras perdu et fabriqué 70 milliards de cellules? Sur les 100 000 milliards de ton corps, tu en auras perdu 70 milliards et tu en auras fabriqué 70 milliards d'autres. Et donc, comment les auras-tu fabriquées? En multipliant tes cellules. Eh bien, cette multiplication cellulaire, c'est ce qu'on appelle la mitose. Et dernière question de Tata Gwendo qui dit: les pilules masculines sont-elles présentes et sont-elles reconnues? Tata Gwendo demande, for the last question, si les pilules masculines sont présentes. Tata Gwendo, tu as raison, la parité. Effectivement, ces pilules existent. La rue 78 ou quelque chose comme ça, qui existe depuis de nombreuses années, c'est une pilule qui a été fabriquée pour justement essayer de conférer aux hommes la responsabilité, eux aussi, d'avoir ou non des enfants. Cette pilule n'a absolument pas fonctionné parce que nous sommes encore dans une société où malheureusement on attribue encore la responsabilité ou en tout cas l'importance de tomber ou non enceinte aux femmes. Mais oui, ces pilules existent, mais vous savez, les produits ainsi que les médicaments ne suivent pas toujours les mentalités d'une société. Nous avons encore du chemin à faire dans ce domaine-là pour partager la responsabilité ou non de tomber enceinte durant nos vies. Eh bien, c'est ainsi que ce live va s'achever. Nous sommes très heureux de vous avoir retrouvé et je tenais à féliciter particulièrement l'équipe qui est dans ce studio. J'espère qu'un jour on pourra vous montrer chacun d'entre eux. Croyez-moi, ils bossent, ils me regardent et c'est grâce à eux que vous avez tout ça, que vous avez tout ce matériel et que vous pouvez nous suivre régulièrement.
N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Vous avez le droit de dire aussi qu'on est moche, qu'on n'est pas bon, même si on n'y croit pas une seconde. Vous pouvez liker, partager, abonnez-vous. Faites le savoir autour de vous parce que c'est grâce aux bouches, à oreilles et on va dire de manière virtuelle que vous allez communiquer avec vos camarades que nous pouvons exister et surtout que nous pouvons vous aider parce que le brevet approche et nous comptons bien vous faire tous avoir ce brevet des collèges. Alors parlez-en autour de vous parce que nous sommes là pour vous, nous ne le dirons jamais assez. Alors, chers amis diginautes, nous sommes certains que nous allons vous retrouver. C'est la raison pour laquelle tous ici dans ce studio nous disons à bientôt sur DigiSchool.